Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. L'actualité mondiale est abondante avec la guerre qui a commencé en Iran, mais ce qui est en train de se passer, qui est une tragédie dans l'histoire de l'humanité, ne doit pas nous faire oublier d'autres tragédies comme celle qui aujourd'hui, pendant 30 ans, est en train d'endeuiller notre République. La RDC reste encore confrontée à cette grande insécurité avec l'agression du pays par le Rwanda sous le label de certains groupes rebelles. Nous avons donc l'obligation de réfléchir, mais surtout d'élargir notre champ de perception. Nous devons élargir et en trouvant les solutions, aller plus loin pour chercher les ressources intelligentes, celles qui peuvent nous aider à comprendre la réalité, parce que la réalité politique, la réalité économique est parfois complexe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter devant vous un invité, quelqu'un qui est un politique, parce que ça fait quand même quelques années que les partis politiques ont cessé de s'exprimer. Les partis politiques n'ont plus d'opinion. Les partis politiques sont aujourd'hui plus dans des coalitions de pouvoir, mais les partis ont aussi comme obligation la formation de l'opinion publique en donnant des points de vue, parfois contradictoires avec des points de vue qui sont, en tout cas, menés par les tenants du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler de la géostratégie dans la sous-région. Nous sommes dans une sous-région. Le Congo est entouré de 9 pays de frontières, mais en même temps, nous avons une partie de l'Est qui est extrêmement au cœur de la politique mondiale. Vous savez que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Pour en parler, un parti politique. La base républicaine. C'est un parti qui est né l'année passée, le 13 janvier 2025, mais déjà, dans l'opinion publique, ce parti, en tout cas, s'est donné les moyens de s'exprimer et de se faire connaître. Et le parti nous a aujourd'hui délégué son président national, M. Igo Zala, que je salue. Bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Willy. Alors, je vous ai dit que ça fait quand même un bout de temps que les partis politiques ne s'expriment pas beaucoup. Pour des raisons que vous allez m'expliquer un peu, mais je peux comprendre. Vous êtes économiste à la base, vous travaillez dans une société quelque part, mais vous avez décidé, jeune, comme ça, de vous engager en politique. Et pas seulement derrière des hommes, mais devant des hommes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui vous engage en politique? C'est d'abord si les fruits d'un parcours et puis d'une citoyenneté exprimée dans ces sens. Et puis ce n'est pas une aspiration que j'ai portée seule. C'est un groupe de personnes qui, avec moi, nous travaillons. Nous avons pris l'initiative de mettre sur pied un parti politique. Donc, heureusement, déjà, les textes de notre pays, avec le texte de notre pays, vous ne pouvez pas créer seul un parti politique. Il faut des cofondateurs. Donc, voilà. Représentatifs un peu de toutes les provinces. Justement, c'est dans cet élan-là que nous nous sommes engagés et voilà, je suis devant. Non, je ne suis pas encore satisfait. C'est vrai, je comprends cet amour pour le groupe, cette légitimation, mais vous êtes le président national de ce parti. Oui. Vous êtes quand même devant des autres. Votre engagement personnel, il vient d'où?
Vous aurez pu créer une église, par exemple. Vous aurez pu faire du business. Vous aurez pu faire autre chose pour aider la population. Vous avez choisi la politique. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il faut impacter notre société ensemble avec ceux qui sont déjà là en train d'agir, avec ce que nous voyons d'insuffisant. Il ne faut pas rester dans la critique facile. Il faut venir dans l'action, agir, contribuer à cette nation qui nous a beaucoup donné déjà la vie. Nous sommes le fruit de cette nation, donc il faut contribuer. Et il y a plusieurs façons de contribuer. Et nous avons choisi de contribuer par la politique, après un parcours dans les secteurs privés, dans les secteurs publics, administration, politique, secteur privé commercial et non commercial. J'estime aujourd'hui être dans une position telle que je peux m'exprimer et contribuer politiquement. Alors, vous créez un parti qui s'appelle Base républicaine. Bon, je voudrais quand même savoir pourquoi, parce que une base républicaine, le parti semble porter des valeurs qui ne sont pas évidentes. Quelles sont ces valeurs cachées dans ces deux mots? Notre pays, la République démocratique du Congo, doit avoir une base. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites une base? Et cette base doit être républicaine. Cela signifie ceci. Quand on lit notre constitution, il y a une petite confusion qu'on a résolue par notre pensée collective, hein, une volonté collective. Dans notre constitution, on ne dit pas si notre État, déjà au premier article, on ne dit pas si nous sommes une république ou pas. On dit la République démocratique du Congo est un État de droit, ainsi de suite. Nous voulons que cet État soit républicain. Nous voulons que nous soyons une république, c'est-à-dire qui appartient à nous tous. C'est-à-dire que lorsque nous devons faire avancer notre pays, la puissance, l'énergie doit être puisée de nous tous qui sommes le fruit de cette nation pour faire avancer le pays en avant. C'est ce que nous appelons une base. Et cette base doit être républicaine, c'est-à-dire, ça ne doit pas appartenir à une personne ou à un groupe de personnes, ni le devoir de faire avancer le pays ne doit pas être porté par une personne ou un groupe de personnes. Un démiurge voilà, qui deviendrait ça le seul capable de faire avancer. Ça doit être une affaire. On ne peut plus clair. En tout cas, nous allons rentrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps posé en émission. Tellement de questions à vous poser, vous avez tellement de réponses à donner, mais je voudrais quand même évacuer la première préoccupation. Vous êtes un analyste. Avec ce qui se passe en Iran aujourd'hui, vous pensez que nous avons le risque d'une déflagration mondiale? Déjà, en tout cas, de mon point de vue, la guerre a pris une autre forme depuis l'avènement du XXIe siècle. Et quand on regarde de plus près, la guerre qu'on voit aujourd'hui en Iran, c'est le prolongement d'une guerre qui a déjà commencé depuis entre la Chine et les États-Unis. Parce que ce qui se passe en Iran, les États-Unis sont en train d'attaquer la Chine, est en train d'affirmer sa position contre la Chine. Mais cette position ne peut s'exprimer qu'en attaquant l'Iran. C'est en fait ce qui se passe. Et si aujourd'hui, les États-Unis attaquent la Chine aujourd'hui à travers l'Iran, c'est une question de géopolitique, de géostratégie, des matières premières, notamment le pétrole. Vous voyez. Donc, les choses vues sous cet angle, c'est une guerre qui a commencé depuis très longtemps, qui vient de prendre une tournure, je vais dire, une tournure par le feu. Maintenant, il y a le feu qui s'exprime. Bon, un peu, l'Iran fait un peu le proxy, malgré lui, ou peut-être volontairement, ça je ne sais pas, mais les États-Unis veulent se positionner parce qu'aujourd'hui, les détroits d'Ormuz qui alimentent l'industrie chinoise en termes de pétrole
est bloqué. Et puis il y a les puissances du Golfe qui ont besoin d'exprimer leur capacité à vendre, à commercialiser le pétrole sur les plans mondiaux. Et l'Iran est une concurrence. Tout ça joue. Et quand on regarde de plus près, tous les États du Golfe sont les alliés des Américains. Donc c'est un peu Donc un prolongement il de peut y tout avoir ça. des flagrations, ça peut être un conflit mondial. La Chine ne voit pas les choses sous cet angle, donc ça sera quelque peu limité. Qui sera limité. Ouais. Ceci dit, évidemment, nous suivons cette actualité. Nous aurons certainement d'autres émissions pour pouvoir élaborer. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre propre pays, c'est notre sous-région. Alors, notre pays, depuis décembre 2025, il y a eu plusieurs accords pour mettre fin à ce conflit. La base républicaine, vous montez au créneau pour défendre une certaine idée. Et d'ailleurs, vous l'avez fait un tout petit peu un peu avant, quand j'ai lu les archives. Vous proposez ce que vous avez vous-même appelé, j'ai bien noté le mot, vous proposez un dialogue, un véritable dialogue républicain. Oui. Un véritable dialogue républicain. Vous proposez cela comme une des solutions, je ne sais pas comment vous allez le démontrer, une des solutions à la crise qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Donc, vous estimez que ce dialogue, s'il est bien organisé, il pourra prendre en compte les rétablissements de l'autorité de l'État, il pourra restaurer l'unité nationale et la crédibilité des institutions. Alors, commençons par les commencements. Comment vous êtes arrivé à proposer les dialogues, alors que vous savez bien que sur le plan de l'opinion publique, ce terme a été utilisé dans tous les sens? Oui. Et je suis très content de votre question parce que vous avez souligné quelque chose, une des solutions. Mais, comme vous avez dit au commencement, qu'est-ce que nous avons? En mars 2025, nous avons organisé un atelier de réflexion pour la nation. Nous sommes dit notre pays a un problème. Les cadres du parti, les experts du parti se sont réunis pour réfléchir et avoir notre formule de solutions. À l'époque, on ne parlait pas encore des Doha ni de Washington. On a souligné deux choses. On a soutenu tous les processus qui étaient en cours et on a demandé que ces processus soient continués et intensifiés. Et avec la suite des événements, qu'est-ce que nous avons vu? Luanda a été transposé à Washington, Nairobi a été transposé à Doha. Conformément à ce que nous avons déjà vu et dit lorsque nous avons rendu public les résolutions de notre atelier. Deuxième chose, quand nous tenons cet atelier, qu'est-ce que nous avons dit? Parce que ça coïncidait avec les invitations que le président Lorenzo avait lancées au gouvernement congolais et au M23 pour ouvrir des discussions directes entre les deux. On avait déjà souligné cet élément sur le fait que ces invitations directes seraient contre-productives parce qu'il n'y avait pas un cadre. Ça sortait un peu de tous les cadres qu'on avait à cette époque-là. Donc, déjà à partir de mars 2025, on avait vu qu'il faut un dialogue. Notre État est en guerre des faits, une guerre des faits, non déclarée mais des faits, et on n'avait pas d'alliés, des partenaires stratégiques. On a recommandé à notre État de chercher des partenaires stratégiques. Le gouvernement, le président Tshisekedi, peut-être sans seulement avoir notre conseil, mais aussi des autres acteurs autour de lui ou ailleurs, il a trouvé intéressant de s'approcher des Américains, de s'approcher des États-Unis. Ce qui fait une très bonne chose en termes de coopération. Dès là, déjà, on voyait qu'il faut un dialogue. Il faut un dialogue. Il faut rappeler que notre pays, ce n'est pas sa première... Mais vous allez continuer. Mais qu'est-ce qui, chez vous, légitime un dialogue? Parce que le dialogue, c'est entre les membres d'une même communauté. Ici, nous sommes en présence d'une agression. Comment vous pensez qu'on peut mettre fin à une agression par le dialogue?
Vous faites un raccourci. On avait dit ceci. Souvenez-vous que j'ai souligné l'une des solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons une constitution, nous avons des textes, nous avons des institutions. Qu'est-ce que nous voulons? Lorsqu'il y a un problème, les institutions ont la responsabilité, le devoir de résoudre ces problèmes. Mais si le problème n'est pas résolu, est-ce qu'on doit croiser les bras, regarder les institutions? Parce que ce sont nos institutions. Nous sommes, nous, peuple congolais, c'est nous qui avons donné de la substance à ces institutions. Maintenant, s'il y a un problème qui se pose à la nation, il faut souligner que le problème, un problème aussi important que la souveraineté nationale, ce n'est pas un problème qui... Oui, mais d'accord, mais en quoi le dialogue peut résoudre ça? C'est ce que je tente de demander pour que vous puissiez me répondre. Le dialogue aide à ceci. Pourquoi vous avez les armes? Comment est-ce que vous pouvez déposer ça? Mais non. À ces deux questions. Vous ne les demandez pas au Rwandais, ça? Non. Très bien. Notre dialogue, les dialogues dont on parle, c'est d'abord le dialogue avec des Congolais qui ont pris des armes. Et tous les autres Congolais qui peuvent participer à ces dialogues. Parce qu'il faut se dire, lorsqu'on a commencé Doha, on a aujourd'hui Doha, on a signé des papiers, des documents, des travaux. Que personne n'a respecté de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, Doha, c'est pratiquement mort. De notre point de vue, à Doha, il y avait le gouvernement congolais et le M23. Nous ne voyions pas les choses comme ça. Il fallait que les M23 soient dilués. Il y a des questions que les M23 peuvent reprocher au gouvernement, mais ne peuvent pas reprocher ça à la nation. Quand on fait un dialogue, le M23 n'a pas en face de lui le gouvernement. Quand vous êtes en dialogue avec ces sangs-là, par exemple, Fayulu, Jean-Marc Kabound, tu ne viens pas, Nanga par exemple, ou tout autre représentant, tu ne viens pas leur dire que moi j'ai pris les armes parce qu'il y a tribalisme. Parce que Fayulu, ces sangs vont te dire, oui, nous aussi on n'est pas contents, mais pourquoi on n'a pas pris les armes? Vous voyez, la question est diluée. On quitte les clivages. C'est comme ça que nous avons justifié les dialogues. Mais nous avons dit aussi, si les gouvernements, les institutions de la République règlent ces problèmes, le dialogue tel qu'est vu sur cette problématique n'a plus d'opportunité. Il faut le dire. Le dialogue est justifié par le simple fait qu'à ces jours, on ne peut pas accepter que le pays reste dans cette situation indéfiniment. Alors, vous avez mis en place donc un plan pour sortir des crises, que l'on a appelé d'ailleurs le plan Zala, donc pour sortir des crises, et vous ne vous êtes pas contenté seulement de les publier, vous êtes parti même le défendre un peu dans en toute liberté dans la classe politique. Et nous avons quand même, pour illustrer cela, nous avons pu avoir les éléments de votre visite, de votre rencontre avec Martin Fayulu. Et je voudrais donc que la régie nous puisse nous montrer M. Hugo qui présente son plan à Martin Fayulu. Faden House, la Maison Blanche congolaise, demeure le cadre fédérateur des acteurs politiques évoluant encore à Kinshasa. L'hôte du jour est le président national du parti politique La Base Républicaine, Hugo Nsudinzala. Dans sa mallette, sa proposition sur la situation que traverse la RDC. Pour ce rappel, il s'agit notamment de l'élargissement du mandat de la MONUSCO à la surveillance des travaux frontaliers avec le Rwanda et le Burundi, de l'ouverture du couloir humanitaire et économique dans les provinces du Kivu, ainsi que du rétablissement de l'administration civile dans les zones affectées par l'insécurité. Le plan prévoit également l'élargissement des négociations de Doha à l'opposition politique non armée et la révision de certaines dispositions de la résolution 1823 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un signal fort précise le secrétaire national chargé de la communication de la base républicaine, Caleb Kankou. Et donc c'est un signal fort de responsabilité et du patriotisme, puisqu'il était question de mettre en avant l'intérêt suprême de la nation, en dépit des divergences qui en découlent. Donc voilà, la base républicaine a un plan, éventuellement par rapport à ce que nous avons prévu comme, n'est-ce pas, plan.
notre plan devrait, n'est-ce pas, être concerté, ensuite être mis en œuvre par les institutions de la République. Donc cette rencontre illustre la volonté, n'est-ce pas, de mettre en avant la sécurité des citoyens et la stabilité de la nation, en dépit des considérations partisanes. La base républicaine milite également en faveur d'un projet de constitution républicaine centré sur la souveraineté du peuple. Cette initiative marque le début d'une série de consultations auprès d'autres leaders politiques à la suite du point de presse du 19 janvier dernier. Voilà. Quelle a été la réaction de Martin Fayoulou? Accueil chaleureux. Il devait réagir à la proposition que nous avons faite. Et les événements sont allés vite dans le sens de ce que nous avons proposé avant sa réaction. Or, qu'est-ce que nous voulions? Nous voulions... Notre lecture était que nous devons influencer les événements et non attendre que les événements viennent vers nous. C'était quoi la proposition? La médiation internationale, c'est un cadre plus avantageux. Et nous, les acteurs politiques congolais, nous devons saisir cette opportunité et demander cette médiation. Mais en attendant sa réponse, le président Joao Lourenço a commencé. Alors, c'est comme ça. Mais alors, les événements ont beaucoup avancé, hein, et c'est comme ça que je reviens à vous, tout en gardant le dialogue comme étant moyen, mais à partir du moment où le président Kagame lui-même reconnaît qu'il collabore avec les M23, à partir du moment où les M23 lui-même reconnaît qu'il collabore avec Kagame, y a-t-il encore fondamentalement, si l'approche est de résoudre cette contradiction, y a-t-il encore des éléments qui peuvent légitimer la tenue de ce dialogue? Je le dirais, si on me pose cette question 1000 fois, je répondrai de la même façon 1001 fois. Si aujourd'hui le gouvernement nous règle le problème, on n'a pas besoin de parler dialogue. Et si le gouvernement ne nous règle pas le problème, on doit en parler. Le gouvernement vous dit, je dois prendre le temps, je dois prendre le temps de terminer cette question. Vous allez attendre qu'il Non, on ne doit pas se retrouver dans une situation telle que les positions des uns et des autres doivent se radicaliser. Parce que ce n'est pas un problème du gouvernement. Le gouvernement est en train de gérer un État qui nous appartient, nous, peuple. Si on te confie une charge, à un moment on trouve que ça ne va pas, on peut te rappeler, te dire, voilà, venez un peu, ça ne va pas. Alors, l'idée a circulé. Vous avez vu d'autres politiques ou bien simplement Martin Fayoulou? Martin Fayoulou a accepté, a voulu que ce soit visible. D'autres n'ont pas voulu que... Donc vous n'allez pas les citer ici? Non, je ne vais pas les citer. Alors, évidemment, vous partez avec deux propositions, vous parlez du dialogue, je comprends que c'est quand même... ce n'est pas le dialogue proposé par la SENCO et les CC? La SENCO a quand même péché dans sa communication. Conséquence, il n'a pas pu faire l'unanimité qu'elle faisait avant. C'est juste ça. Maintenant, quand déjà tu n'inspires plus confiance par un bord politique, tu ne sais plus les réunir autour d'une même table. Si les États-Unis ont pu réunir la RDC et le Rwanda, c'est parce qu'il est en bonne communication avec les deux. Du coup, c'est plus simple. Quelles que soient tes intentions, si déjà tu n'inspires plus confiance à une des parties, c'est difficile. Et la SENCO, dans sa communication, a posé plus d'un acte pour créer cette situation de méfiance. Au-delà du dialogue, il y a la gestion, le fond du problème. Oui. Et le fond du problème, c'est l'accès aux ressources naturelles de la sous-région, la gestion des ressources naturelles. D'ailleurs, c'est même pour ça que je vous avais vraiment invité sur ce plateau. Alors, quelle est l'approche que vous avez, l'approche géostratégique que vous développez sur la gestion des ressources? Parce que si on n'a pas une bonne gestion des ressources, eh bien,
les guerres ne finiront pas. Elles seront récurrentes. D'ailleurs, depuis une trentaine d'années, tous les 5 ans, nous avons un groupe rebelle qui naît justement à cause des ressources. Alors, quelle est votre approche? Je vous laisse un peu de temps de développer. Quelle est votre approche sur la question de la gestion des ressources? Vous savez, l'histoire de notre pays a montré... Bon, je vais prendre le plus récent dans ma chronologie. La compagnie minière du Haut-Katanga. Ça n'appartient pas au peuple congolais. Lorsque nous avons accédé à notre indépendance, on a voulu récupérer la situation. On avait raison. Mais la façon dont les choses se sont faites, nous avons fait le lit de la haine des autres nations qui nous ont fait la guerre. À l'époque, tous les Congolais se souviennent de la sécession katangaise. C'était justement pour l'accès aux minéraux. La crise au Kivu, nous avons les 2 guerres du Congo. La première a conduit à la chute du maréchal. Quand on regarde de plus près, on voit la même problématique. Nous, d'abord nation congolaise, et puis État congolais, nous devons comprendre une chose. L'exploitation des minéraux critiques de la région du Kivu, ça appartient au peuple congolais, il n'y a pas de doute. Nous avons notre souveraineté. Il nous appartient de décider ce qu'on a fait, ce qu'on en fait et avec qui on contracte pour son exploitation. Mais nous devons savoir que ça attire la convoitise de tous les acteurs internationaux. Si on gère mal, nous avons le même problème que nous avons eu au Katanga, cette fois-ci au Kivu. C'est ça le grand problème. Or, quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le Rwanda dérange notre pays et c'est notoire. Aujourd'hui, le Rwanda produit et exporte des minéraux qu'elle n'a pas sur son sol. Et tout naturellement, on comprend le jeu. Mais si on regarde de plus près, qui sont les acteurs dans l'exploitation de la filière, l'exploitation de l'industrie des minéraux au Rwanda? Qui sont ces acteurs? Il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, la Suisse, principalement. Hein? Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Afrique du Sud et les Qatar. Je peux oublier d'autres, mais les principaux. Et en RDC, au Kivu, nous avons qui? Nous avons le Canada, l'Émirat arabe unis avec Alpha Mine, le Canada avec Banro et Sakima, oui, Sakima, Banro Mining. Donc, nous devons mettre la bonne formule pour comprendre que ces acteurs sont intéressés par nos minéraux et quelle est notre bonne formule pour qu'il y ait exploitation des minéraux, que nous ayons la paix, que nous garantissons notre souveraineté et la sécurité de nos populations. Et plus loin, la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que la base républicaine a soutenu la relation que le gouvernement voulait créer cette fois-ci avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand exploitant minier au Rwanda, Trinity Metals, cette société est détenue par qui? Est détenue par des Sud-Africains et des Américains. Mais quand j'ai dit Américains, j'ai fait allusion à qui? J'ai fait allusion au ministère des Finances des États-Unis qui finance directement les opérations des Trinity Metals. Donc, quand vous avez cette information, vous ne pouvez pas dire non au gouvernement congolais lorsqu'il cherche à contracter avec le Rwanda, avec les États-Unis, sur cette question. Parce que si les États-Unis ont des intérêts de tous les deux côtés, c'est important pour lui qu'il y ait la paix. Et nous devons créer des conditions telles que les acteurs trouvent que la paix est plus profitable que la guerre. À vous entendre parler, sans le rejoindre, mais nous revenons un peu
au propos que Nicolas Sarkozy a tenu ici à Kinshasa en 2009, quand il disait sans doute le temps est venu pour le partage des ressources dans la sous-région. Il a dit de manière crue, mais en réalité, si je vous comprends bien, nous devons avoir une politique qui intègre tous les appétits. Je vais peut-être le dire autrement. J'aime bien cette phrase. Je suis le fruit d'une nation qui a des responsabilités au monde. Et je dois intégrer ça dans ma façon de lire les événements. Je ne dois pas lire les choses de façon naïve. Je ne partage pas mes ressources, mais je suis conscient du fait que les autres peuvent aussi en tirer profit et moi tirer profit de par la même occasion. C'est ça ma lecture. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de partager. Il s'agit plutôt d'accepter que le jeu tire profit à tout le monde, en commençant d'abord par moi et mes populations, ainsi de suite. Concrètement, normalement, avec l'accord de Washington, tout devait être mis en place. À votre avis, qu'est-ce qui a vraiment freiné cet accord pour qu'il soit appliqué? Parce que les intérêts du Rwanda dans cet accord ont été pris en compte, les intérêts du Congo pris en compte. Pourquoi deux nations qui avaient atteint un niveau critique de compréhension des enjeux n'ont pas appliqué ça? Qu'est-ce qui est entré? Quel est l'élément que nous ne voyons pas? Il y a une faiblesse dans la façon dont nous avons négocié l'accord de Washington, bien les accords de Washington, principalement avec le Rwanda, parce qu'à Washington, il y en a eu 3. En ce qui nous concerne, 2. Un accord avec le Rwanda et un autre avec les États-Unis. Les accords que nous avons signés avec le Rwanda, la faiblesse, la question des FDLR était très prononcée, mais pas la question sur les M23. Bon, on dira que c'est parce qu'il y avait déjà un cadre à Doha. On devait aussi ouvrir un cadre entre le Rwanda et les FDLR, on ne l'a pas fait. Parce que qu'est-ce qui se passe sur terrain? Nous avons donné beaucoup de temps au M23, de telle sorte qu'ils se sont fait une substance qui ne peut pas disparaître d'un coup. Vous voyez? Moi, je me souviens, c'est un acteur quand même majeur de la politique internationale. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies en 2022 dit « Les M23 sont équipés comme une armée moderne », quel que soit le soutien qu'il a, je ne prends pas cette affirmation à la légère. C'est le secrétaire général des Nations Unies. S'il dit faux, je me pose quand même la question pourquoi il est dit. S'il dit vrai, je dois prendre ça en compte. Dans tous les cas, je ne prends pas ça à la légère. Vous voyez, c'est peut-être là l'erreur qu'on ne devait pas faire, de laisser le temps que nous avons laissé au M23 de se consolider, de se faire cette substance qu'ils ont aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, ce problème finira. Mais le gouvernement doit savoir poser les actes pour accélérer les événements. S'il est incapable de les faire, venez autour d'une table, un dialogue. On sait qu'il faut toucher, qu'il faut bouger pour que le problème disparaisse. C'est clair, monsieur Zala. Nous allons aborder un deuxième sujet. Parce que la base républicaine, à part le plan de sortie des crises et des dialogues véritables, vous vous battez aussi pour une nouvelle constitution. Oui. Je ne sais pas si c'est une nouvelle constitution ou c'est une constitution révisée, mais en tout cas, vous estimez, vous, que le Congo a besoin d'une nouvelle constitution. Sujet à polémique, sujet électromagnétique, c'est un sujet qui ne laisse personne dans la froideur de l'analyse, parce que quand vous abordez la question de la Constitution, automatiquement vous abordez la question des agendas cachés. Oui. Quelle est votre démarche? Moi, je suis un acteur politique. L'opinion ne me crée pas. C'est à moi de créer l'opinion.
Après, je dois le faire en toute responsabilité. La question de la Constitution est importante. Il faut quand même accepter que si on compare cette question à la question de la souveraineté, elle n'est pas prioritaire. La question de souveraineté passe devant. Mais la question des constitutions, pour nous, base républicaine, est d'abord liée à notre vision politique, la façon dont nous voyons notre pays. D'abord, nous avons une constitution qui a déjà fait, qui a prouvé ses faiblesses. Ça, c'est un élément. Mais avant que cette constitution ne soit remplacée, il faut la respecter. Mais nous avons une vision qui veut que le pouvoir politique doit s'exprimer dans ses devoirs envers la population, envers la nation. Il faut renforcer la redevabilité. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2016. L'ancien président à l'époque, Joseph Kabila, n'organise pas les élections. On va me dire que c'est la CENI qui devait organiser les élections, mais le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, il n'y a pas élection, mais la Constitution ne dit rien. Et tout s'est organisé encore autour de lui. Et il devait prendre ces 2 ans jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Donc si on n'avait pas pu organiser les élections en 2018, il serait là. Évidemment, il est le président en fonction. Justement parce que la Constitution a posé les choses telles quelles. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut me lire, je m'organise pour ne plus organiser les élections, permettez-moi la tautologie, je serai là président à vie. Vous voyez la faiblesse de notre constitution. Or, les choses vues sous cet angle. Vous crachez sur le vote du peuple. Parce que le peuple, quand il votait, il s'est dit, je lui donne un mandat de 5 ans, au maximum 10 ans. Quand vous allez au-delà, ce n'est pas ce que le peuple voulait. Maintenant, il faut réorganiser les choses. Renforcer la redevabilité du pouvoir public vis-à-vis de la population. Et c'est cela qui serait un des éléments constitutifs de cette nouvelle constitution. Ça, c'est la vision principale de laquelle découlent tous les éléments par rapport tous les éléments que nous avons mis dans notre projet de constitution que nous n'avons pas encore rendu public parce que nous estimons que la question sur la souveraineté nationale est plus importante que la question sur la constitution. Mais déjà, nous annonçons, nous informons à l'opinion que c'est ça notre position. Cette constitution, on doit en avoir une autre. Si vous allez chez Martin Fayoulou ou chez Délice Sanga, avec un plan pour un changement de la constitution, on va vous fermer la porte, hein, parce qu'ils diront, chez eux, c'est touche pas à ma constitution. Bon, la question est la suivante. Délice Sanga, il était à une certaine époque au MLC, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on a promulgué cette constitution, Délice Sanga, si je ne me trompe pas, il était au MLC. D'accord. Quand on voulait modifier la constitution en 2011, c'était quoi sa position? Parce que je dois le rappeler que lorsqu'on vote la constitution en 2005, le référendum, le MLC, le PPRD, le RCD et tous les autres partis qui étaient là ont dit à nous, peuple congolais, si vous voulez les élections, acceptez cette constitution. Ils ne nous ont pas dit cette constitution est bonne. Non, ils nous ont fait un chantage. Maintenant, la suite des événements, la CENCO, la constitution promulguée en février 2006, mars 2006, la CENCO s'exprime pour dire le nouveau Parlement, parmi les questions urgentes à traiter, c'est une réforme constitutionnelle. Un mois. En 2011, le président Kabila et sa majorité révisent la constitution. En 2014, nous avons le professeur Bouchab qui lance les débats. C'est la famille politique au pouvoir. Hein?
Sans oublier que l'UDPS déjà avait considéré ces projets comme étant l'acte des ventes de la nation. L'UDPS avait fait campagne contre cette constitution. Voilà. Donc, quand on réunit tous ces éléments, ça ne va pas. Sans oublier que c'est une constitution des belligérants. Qu'est-ce que cela signifie? L'état d'esprit qui animait les acteurs au moment de l'adoption de cette constitution était une suspicion permanente et mutuelle et permanente. Ah, pourquoi ils sont d'accord avec cette formulation? Qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi ils insistent sur ceci? Au point que nous avons institutionnalisé l'opposition. Parce qu'il fallait satisfaire la partie qui va perdre. Il fallait lui trouver un cadre. Il faut lui aménager quelque chose. Mais comme ça ne cadre pas avec la réalité, jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à avoir un porte-parole de l'opposition. La façon dont nous avons posé la question sur la nationalité, comme ça ne cadre pas à la réalité, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons nombreux acteurs politiques qui sont obligés de mentir qu'ils détiennent aussi des nationalités des autres pays. Vous voyez, tout ça est lié au contexte et à notre refus de la réalité. Comment vous comptez, quelle est la vision que vous avez par rapport à cette nouvelle constitution? Parce qu'elle doit aussi passer par référendum, elle doit être le plus largement possible partagée par l'opinion publique, par la population. Vous voyez ça comment? Qui en prend l'initiative? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est la population? Vous savez, il y a plusieurs options lorsqu'on veut aborder la question de la Constitution. Lorsque vous voulez une révision, vous pouvez saisir l'Assemblée nationale, le Sénat, parce que vous avez un projet. Ou vous pouvez attendre les élections, remporter les élections et venir avec votre projet. Ce sont les deux options que nous avons sur la table. Mais comme je vous ai dit, la question de souveraineté nationale est prioritaire. À celle de la Constitution. À celle de la Constitution. Est-ce qu'une nouvelle Constitution ne serait pas un nouveau fondement pour la souveraineté? Non. Ce n'est pas un nouveau fondement pour la souveraineté. C'est une réorganisation de l'expression de votre souveraineté. Donc vous prêchez, si je comprends bien, la 4e République. Ça serait ça. Ça serait pas... Si. Ça sera si on change de constitution et que l'ensemble des valeurs que vous venez de définir ici, nous avons une autre légitimité, une autre source de légalité, ce serait une autre République. Bon, si c'est aussi simpliste, d'accord, mais pour nous, notre projet de constitution, il y a des fondamentaux de la constitution actuelle qui ne sont pas remis en cause. Donc, le 26 provinces, la République, la décentralisation. Bon, l'indépendance judiciaire, ça, ce sont des principes, je vais dire, classiques, mais principalement. Le 5 ans de mandat du président de la République, 2 fois renouvelable. 1 fois renouvelable, je voulais dire. Si on reprend tous ces fondamentaux, je ne vois pas l'opportunité d'une 4e République. Donc, mais nous voulons beaucoup plus réorganiser la redevabilité des institutions envers le peuple. Et essayer d'apporter des éléments que nous estimons manquants à cette constitution. Vous n'êtes pas de ces politiques qui idéalisent les peuples, qui pensent que le peuple est savant et que le peuple connaît tout, le peuple, on lui doit tout, c'est vrai, mais vous n'avez pas l'impression que notre peuple a beaucoup reculé aussi sur certaines valeurs? Je ne peux pas dire ça parce que la responsabilité m'appartient justement. Si j'ai dit que le peuple a reculé, et qu'est-ce que je fais moi? C'est que vous n'avez rien fait. Ce qui est aujourd'hui le cas, la politique ou le politique n'ont pas une emprise substantielle
sur la culture de notre peuple. Peut-être l'homme politique a reculé seul, sans les peuples. Raison pour laquelle le peuple est beaucoup plus apte à comprendre ce que les acteurs politiques font. C'est-à-dire, vous n'êtes plus au paradis et sur la terre. Peut-être que vous êtes descendu sur la terre. Et même reculer un peu en enfer. Justement. Monsieur Hugo Zala, nous allons atterrir sur cette émission. Ça a été une première simplement. Je découvre votre parti, vos idées, votre personne. Alors, vous n'avez pas encore été aux élections, donc vous vous préparez pour aller aux élections. Et tout naturellement. Alors, votre ambition personnelle, ce serait quand on va... Vous êtes président du parti, c'est pour gagner un jour les élections. Oui. Et vous vous projetez de quelle manière? C'est une question qui d'abord doit être abordée de façon classique. Hein? C'est-à-dire quoi? Le parti s'organise dans son fonctionnement pour prendre le pouvoir et l'exercer et incarner sa vision. Et dans ma position de président national du parti, je suis censé porter les objectifs du parti au plus haut niveau. Après, dans la pratique, il sera question soit d'une coalition, le parti s'engage à porter la candidature d'un autre, ou le candidat du parti sera porté par un autre. Ce sont des questions qui seront résolues, qui trouveront des réponses en temps utile. Mais dans ma position de président national, c'est du classique. Je suis censé porter les objectifs du parti au plus haut niveau. Alors, une question qui devait venir au début, mais bon, j'ai gardé un peu pour la fin. Quand j'ai lu vos valeurs, respect de la vie humaine, justice sociale et distributive, démocratie, alternance au pouvoir, lutte contre la corruption, la RDC doit être la locomotive du continent africain grâce à son potentialité. Quand j'ai lu toutes ces valeurs-là, et même la social-démocratie, hein, vous êtes la social-démocratie, j'ai l'impression que vous êtes des jumeaux de l'UDPS. En tout cas, sur le plan des valeurs, pourquoi vous ne serez pas allé dans ce parti? Pourquoi vous n'êtes pas allé dans ce parti? Parce que les valeurs sont pratiquement un peu les mêmes. Je ne sais pas si nous partageons pas le même parcours, mais quand je regarde les valeurs... Nous ne partageons pas les mêmes valeurs que l'UDPS. L'état de droit, vous l'avez dit. Hein? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les mots. Nous sommes dans le vécu. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à l'UDPS? Depuis 2018 jusqu'à ces jours, le parti ne sait pas élire un nouveau président national. La base républicaine ne partage pas cette valeur-là. Cet événement ne peut pas arriver à la base républicaine. Vous n'êtes pas encore arrivé au pouvoir. Oui, justement. Vous ne savez pas comment vous allez gérer les contraintes du pouvoir et les contraintes du parti. Non, ce n'est pas ça la question. Il faut regarder les textes de l'UDPS. Comment déjà ils organisent cet événement-là? C'est là le problème. Laissez d'abord les individus. Augustin Kabouya... Je suis d'accord avec vous et je n'aime pas personnaliser seulement les débats. Voilà. Mais je vous ai posé des questions sur les textes. Je vous ai dit, quand on lit vos textes à vous... Ils sont différents. Et qu'on lit les textes qui fondent ces partis... Ils sont différents. Les trois choses que vous avez développées ici, vous avez développé l'état de droit, vous avez développé la social-démocratie, vous avez même développé la redevabilité, les peuples d'abord, vous voyez? Non. À l'UDPS... Est-ce que c'est mauvais de ressembler à quelqu'un dans les valeurs? J'ai dit ceci. Pourquoi vous vous sentez comme agressé? Ce n'est pas une agression, mais c'est des maîtres sur nous. C'est que nous ne sommes pas. C'est votre droit de le dire. C'est juste ça. Très bien. Alors, c'était bien, c'était pour la fin, hein, c'était pour vous échauffer un peu. Nous arrivons vers la fin de cette émission. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que j'ai recevé le président de la base républicaine. C'est un nouveau parti politique. Nouveau, oui, parce que c'est sorti depuis l'année passée au mois de janvier, mais déjà vieux parce que les idées ici touchent les cœurs même de notre problématique nationale. Et le président de ce parti va certainement vous adresser un message. Je voudrais lui accorder donc quelques secondes, parce que nous sommes dans une situation tragique, une situation de crise, une situation de guerre. Les
hommes politiques ont la responsabilité non seulement de nourrir notre espoir, mais d'indiquer le chemin. Je vous donne donc la parole pour vous adresser à votre peuple. Voilà, merci. Je dirais ceci. Notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de plus de cohésion parce que nous sommes d'une nation qui a des responsabilités face au monde. Nous devons faire en sorte que notre pays soit crédible dans le concert des nations et cette crédibilité tient de notre façon de nous organiser dans la cohésion, dans la responsabilité sur nos devoirs et notre façon d'interagir avec les autres nations. La base républicaine est là justement pour réaliser et incarner cette vision pour l'avancement et le développement de notre pays. Merci beaucoup de votre message, de votre présence à Chemin Critique. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Nous espérons vraiment voir les partis politiques venir défendre leurs idées parce que c'est l'enrichissement des idées qu'un peuple grandit dans sa culture. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple sans les idées innovatrices. Merci beaucoup et la prochaine émission, certainement, vous allez trouver sur nos plateformes, mais celle-ci déjà, vous allez la suivre avec rediffusion parce qu'à Géopolis, nous avons décidé de booster la question politique. Au revoir et à la prochaine.